Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel, maison de l'architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Béatrice Vessillier et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon. Bonjour et merci de l'invitation. Merci Archipel. Alors vous êtes deuxième vice-présidente de la métropole de Lyon, à l'urbanisme, au cadre de vie et au foncier. Et à ce titre, vous êtes en charge du patrimoine bâti, qui compte notamment un certain nombre de sites inoccupés. Parmi les nouveaux modèles de fabrique de la ville, l'urbanisme transitoire s'affirme comme un levier puissant, permettant de rendre le territoire métropolitain plus résilient, plus dynamique, accueillant et même hospitalier. En quoi l'urbanisme transitoire permet-il de faire la ville autrement, ou tout simplement de considérer avec plus de sobriété la ressource foncière et immobilière, en réponse à des défis nombreux, socio-économiques, écologiques, mais également en transformant l'usage des lieux, en accompagnant des porteurs de projets, des associations, des citoyens habitants. Béatrice Vessillier, vous êtes en première ligne pour conduire ces démarches qui traduisent un véritable projet politique pour la métropole. Pouvez-vous nous préciser, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont finalement les nouveaux opérateurs de ces transformations, les nouveaux usagers de ces lieux et peut-être les nouvelles activités que l'on voit se développer ? Donc tout d'abord, peut-être ces nouveaux opérateurs de l'urbanisme transitoire, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Sont-ils vraiment nouveaux ? Je vous laisse nous expliquer tout ça. Oui, c'est vrai que l'urbanisme transitoire est en train de prendre un développement important parce que nous l'avons souhaité, la nouvelle équipe, nouvelle depuis 2020, même si ça avait démarré un tout petit peu avant 2020, parce que en effet, c'est à la fois un accélérateur de nos politiques publiques dans les domaines aussi divers que l'économie sociale et solidaire, l'hébergement, la végétalisation, la culture, le champ des mobilités décarbonées, et je vais illustrer. Et puis, c'est une manière d'occuper intelligemment un patrimoine immobilier ou foncier important. Vous l'avez dit, la métropole est propriétaire d'un certain nombre de biens, parce que historiquement, elle avait acheté pour diverses raisons, ou parce qu'au contraire, on souhaite être un acteur foncier important pour maîtriser le développement de certains secteurs, en anticipation des projets urbains, et puis aussi pour contenir les évolutions des prix du foncier. Quand c'est la collectivité qui achète, ça a aussi cet effet bénéfique, et j'ai des exemples. Donc, pour toutes ces raisons-là, le fait de développer de l'urbanisme transitoire est intéressant non seulement pour nous métropoles, mais pour les acteurs du territoire qui existent déjà ou qui sont en émergence. Vous l'avez souligné, je pense qu'on a les deux catégories d'acteurs. Des acteurs qui ont des projets économiques ou culturels, ou les acteurs de l'hébergement, ceux-là, ils sont bien installés sur le territoire. Et tous ces acteurs-là, ils ont besoin de sites nouveaux pour développer leurs activités et qui convergent avec nos politiques publiques. Quand on installe des tiny houses pour accueillir nos publics, de la protection de l'enfance, évidemment, on sert notre politique publique et on occupe des terrains qui sont en attente de projets ou dont on n'avait pas d'usage jusqu'à présent. C'est le cas des tiny houses qu'on a mis à Vèze, qu'on a mis près de l'hôpital Édouard Herriot, voilà, et des secteurs en attente de projets comme on le fait sur La Saulais à Oulin ou sur le 22D à Villeurbanne sur l'ancienne usine Bobst. Ce site du 22D, c'est un bon exemple d'une démarche qui combine notre préoccupation de contenir les prix du foncier, puisqu'on a acheté le foncier il y a 3 ans à une entreprise qui cédait son bien et on l'a acheté moins cher que si ça avait été vendu à un promoteur. Donc ça nous permet d'avoir un site
très stratégique dans le secteur du carré de soie. On a acheté 1 an après une autre usine, l'usine Thyssen à côté. Du coup, on a un site énorme qu'on appelle maintenant le 22D et on y développe, dans l'attente d'un projet urbain futur au carré de soie, sans doute au mandat prochain. On a pu y faire venir des acteurs des mobilités décarbonées, ces plateaux urbains, des acteurs de l'hébergement, les jeunes majeurs, nos publics, des acteurs dans quelques semaines de l'alimentation durable, des acteurs de la médiation industrielle. Donc on a un terreau fertile de croisement de politiques publiques en plus et d'occupation d'un site évidemment à la fois bien situé et très important, hein, c'est 4 hectares et quelques dizaines de milliers de mètres carrés de bâti. Alors, ça ne se fait pas sans moyens humains et financiers, évidemment, ces opérations, même si le foncier, on l'a, il y a quand même de l'ingénierie derrière pour faire un minimum de travaux selon l'état des biens, pour faire de l'ingénierie de projet. Et puis, sur des sites aussi importants que celui que je viens de dire, 22D, on a besoin aussi de gestionnaires de sites. Nos services métropolitains ont fait les travaux nécessaires, mais après, pour accueillir une diversité d'acteurs tels que je le dis, on confie à un gestionnaire de site. Et là, on voit émerger de nouveaux acteurs. C'est notamment Plateau Urbain, Intermen, qui sont justement spécialisés dans ces sujets d'urbanisme transitoire, qui nous aident à partir d'un bien, à définir qu'est-ce qu'on peut en faire de pertinent. Et puis ensuite, on leur confie, après une consultation, la gestion des sites et le choix des acteurs, même si on a donné les grandes orientations politiques de ce qu'on souhaite pour les sites. Donc du coup, on a quasi plus d'une vingtaine de sites sur la métropole, que ce soit en biens bâtis ou non bâtis, parce qu'on fait aussi de l'urbanisme transitoire sur des espaces non bâtis, que ce soit pour tester des futurs aménagements d'espaces publics ou pour de la végétalisation, de la fertilisation de terres qui après seront utiles dans les espaces publics du projet urbain concerné. Donc voilà, on a une diversité d'acteurs qui sont évidemment très preneurs de s'installer sur nos biens immobiliers. Très bien. Et donc, quand vous expliquez effectivement cette idée de levier d'innovation pour la fabrique de la ville, ces expériences sont aussi là peut-être pour tester, pour préfigurer, oui, pour interpeller, peut-être même d'ailleurs des pratiques qui sont aujourd'hui plus traditionnelles dans l'aménagement urbain, mais aussi bien en direction d'ailleurs des services de la métropole que des acteurs traditionnels de l'aménagement. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de fabriquer la ville, à la fois dans le contenu et puis dans la manière de faire, parce qu'il faut être forcément agile. Quand on veut faire de l'urbanisme transitoire sur 3-4 ans, on ne va pas passer 2 ans à faire des études, sinon c'est plus la peine, c'est plus intéressant. Donc, il faut tirer parti des biens et tirer parti des atouts, mais aussi des contraintes des biens, c'est-à-dire on ne va pas engager des travaux monumentaux quand on sait que c'est de l'urbanisme transitoire. Donc on prend en compte les contraintes des sites, bâtis ou non bâtis, et on fait avec. On ne fait pas la transformation complète, on s'adapte aux contraintes des sites. Et ça, c'est bon. C'est déjà faire avec le déjà là, c'est aussi dans les nouvelles manières de faire la ville, c'est important. Et puis, il faut effectivement être agile et réactif. Et ça, je crois que nos services, à qui on a confié ces missions-là, avec des moyens dédiés, que ce soit dans notre direction du patrimoine, mais aussi à la direction de la maîtrise d'ouvrage urbaine, on a maintenant une chef de projet urbanisme transitoire et on a une ligne dans nos investissements métropolitains sur ce mandat-là, une ligne dédiée aux travaux qui sont nécessaires en urbanisme transitoire, même si, encore une fois, il faut être sobre et rigoureux dans la gestion budgétaire et pas faire de trop gros travaux. Il y a quand même des biens, quand on les achète, en général, ils ne sont pas dans un état extraordinaire. Donc, il y a toujours un peu de travaux du propriétaire à faire. Et selon les sites, ensuite, c'est le gestionnaire qui fait d'autres travaux. On trouve des modalités et un modèle économique. Il faut que le modèle économique, justement, marche pour que
à la fois ça ne nous coûte pas trop cher et que ça ne coûte pas trop cher aux acteurs qui s'installent, puisque c'est l'intérêt aussi pour eux d'avoir des loyers vraiment modérés en dessous des prix du marché pour développer des activités nouvelles. Donc c'est évidemment aussi pour les acteurs qui viennent dans nos sites un sujet intéressant pour eux, d'avoir des biens à loyer moins cher que le marché. Il y a effectivement une instance de gouvernance à la fois politique entre plusieurs VP de différentes thématiques, et puis il y a l'équivalent au niveau technique. Donc c'est l'économie, c'est la culture, c'est le logement, hébergement, c'est l'environnement, c'est le sport, oui, parce qu'on est en train de mettre en place des nouvelles installations sportives temporaires. On va le faire à Villeurbanne, on va le faire dans le 7e. Donc on développe encore de nouvelles thématiques, vous voyez, plus récemment. Donc forcément, les directions équivalentes travaillent en transversalité, d'abord pour se mettre d'accord sur la vocation d'un site ou la vocation multithématique d'un site, et ça c'est bien, dans le site de 22D c'est le cas. C'est pas toujours possible ou pas toujours souhaitable, ça dépend de la taille du site, de sa configuration. Mais on essaye le plus possible, en tout cas la commande politique qu'on a passée, c'est justement d'avoir une hybridation et d'avoir plusieurs types d'acteurs sur un même site, parce qu'on considère qu'effectivement c'est intéressant que des acteurs se croisent. Donc du coup, il y a effectivement une gestion et un pilotage très transversal, animé par une chef de projet, je le disais, pour faire en sorte que nos projets débouchent dans des délais compatibles avec ces enjeux, ces sujets d'urbanisme transitoire. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'autrefois, les formes d'innovation, d'hybridation, telles que vous êtes en train de les expliquer, étaient peut-être portées par des acteurs culturels qui se mobilisaient eux-mêmes pour organiser des actions, des événements dans des lieux vacants ou à l'abandon. Hein. Fagor, par exemple, ou Debourg, historiquement. Aujourd'hui, ce qui change, alors c'est toujours le cas, ces acteurs sont toujours présents, mais peut-être ce qui change, c'est qu'à l'initiative de la collectivité, le transitoire devient une politique publique en soi. Puisque finalement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un site, 2 sites, 3 sites, mais il y a énormément de sites qui sont mobilisés. Et donc, dans cette stratégie multisite qui se déploie et qui va se déployer sur plusieurs années, comme accélérateur de politique publique, on pourrait dire, est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques éléments un peu quantitatifs, parce qu'on ne mesure pas bien un peu l'ampleur de cette politique qui est engagée. Vous avez énormément de sites à l'échelle de la métropole. Tous ne sont pas encore actifs, j'imagine. Mais voilà, comment on peut qualifier aussi cette dimension-là ? Alors je disais, ça fait plus d'une vingtaine de sites, avec des sites qu'on a abandonnés parce qu'un projet définitif arrive. C'est le cas de Fagor, vous l'avez cité, qui a accueilli des événements culturels pendant plusieurs années. On le savait dès le début que c'était temporaire, mais du coup, on a trouvé des solutions pour que Citral fasse son centre de maintenance du tramway sur Fagor. On a trouvé des solutions pour les acteurs culturels, et du coup, c'est d'actualité puisque le premier grand événement culturel vient de se tenir aux Grandes Locaux à la Mulatière, dans ce site extraordinaire qu'est l'ancien technicentre SNCF, avec les nuits sonores qui ont eu lieu il y a quelques jours. Donc, effectivement, dans des grands sites culturels comme ça, on avait effectivement un engagement avec les acteurs, au moins moral, de dire on va vous trouver une solution, parce qu'on sait que les événements que vous portez, que ce soit les nuits sonores, les biennales, Lyon Street Food Festival, ce sont maintenant des événements qui sont inscrits dans le paysage, et il faut qu'on ait un lieu d'atterrissage. Et là, je dois dire que les Grandes Locaux à la Mulatière, c'est un projet rondement mené, dans le cadre d'une démarche d'urbanisme transitoire, parce qu'il fallait faire très vite. Et du coup, là, je peux saluer le travail de nos équipes avec la SNCF aussi, puisqu'on a acheté les halles, fait des travaux de dépollution, d'aménagement sobre pour être au rendez-vous de mai 2024, alors que la décision politique, on l'a prise en 2022. Donc là, je pense qu'on a été très réactifs, et sur le plan politique et sur le plan technique, et avec notre partenaire SNCF, pour faire en sorte qu'effectivement, ce lieu, il soit mis à disposition du public pour les événements de l'année 2024. Et du coup, même si on a monté le projet dans une démarche d'urbanisme transitoire,
nous portons avec le vice-président à la culture, Cédric Van Stevendel, l'idée que la dimension culturelle, elle reste quand on va faire le projet pérenne sur ce grand site du Technicentre, puisque là, les événements culturels se sont implantés sur une partie du site, mais c'est un site très grand de 20 hectares, et on va réfléchir au projet définitif, au projet urbain définitif, mais on a dans notre exécutif métropolitain effectivement l'ambition de garder une forte dimension culturelle dans le projet définitif, et du coup, on peut dire que notre démarche préfigure une partie de la vie du site des décennies à venir. Donc on comprend effectivement que dans l'ensemble de ces démarches, elles ne se réduisent pas à accompagner juste des porteurs de projets et que finalement la métropole est en train de consolider en quelque sorte un savoir-faire sur ces processus de transformation, peut-être même une forme de professionnalisation dans le fait d'accompagner ce type de projet. Est-ce que c'est par exemple quelque chose que vous partagez avec d'autres territoires, d'autres métropoles, c'est-à-dire cette dimension de l'urbanisme transitoire ? Alors, il se trouve qu'on a organisé déjà 2 journées de l'urbanisme transitoire. La dernière était en octobre dernier. On en avait organisé une en 2021. Et la prochaine, puisqu'on a retenu le rythme de tous les 2 ans, la prochaine, elle sera sans doute aux Grandes Locaux en 2025. Et à l'occasion de la journée de l'année dernière, nous avions invité effectivement des élus de Strasbourg et de Paris pour témoigner de leur pratique de l'urbanisme transitoire. On voit bien que dans toutes les agglomérations, cette manière de contribuer à faire la ville avec cette approche innovante, elle est intéressante à différents titres, pour les politiques publiques, pour gérer le temps long des projets urbains, et puis pour associer des acteurs étroitement dans la vie d'un site et dans la définition de sa vocation, puisque vous l'avez évoqué, dans certains sites, ça permet de tester ou de préfigurer un certain nombre de vocations, je viens de le dire pour les Grandes Locaux, mais quand on l'a fait sur la place Grand Clément à Villeurbanne, de tester des usages d'espace public, ça a nourri vraiment le projet définitif qui est en travaux aujourd'hui. Il n'y a plus d'urbanisme transitoire, mais pendant 2 ou 3 ans, même un peu plus, il y a eu effectivement un certain nombre de mobiliers et d'évaluations des pratiques autour de ces mobiliers urbains proposés aux habitants. Donc, c'est évidemment très intéressant. Et à l'occasion de nos échanges avec les autres métropoles, nous avons effectivement pu croiser nos visions. À Strasbourg, ils sont très axés sur l'hébergement, l'urbanisme transitoire qui permet de créer des places d'hébergement. Nous, c'est une des dimensions, je l'ai dit au début du propos, mais ce n'est pas la seule. Dans les dimensions nouvelles, je signale la question de la fertilisation des terres, parce que je trouve que c'est aussi une thématique nouvelle que nous portons, de fertiliser des terres sur place qui vont après servir dans les espaces verts de l'aménagement définitif. C'est évidemment beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental que d'aller décrouter des terres agricoles à 30 ou 50 km, de pouvoir fertiliser sur place. Donc, on l'avait initié à la Confluence il y a quelques années, on le développe à la Saulay, on le développe à Bron-Parilly, à la place de l'UC1, la grande barre qui a été démolie il y a maintenant 2 ans le long du périphérique. Eh bien, on aura un usage de fertilisation de terre à cet endroit-là, en attendant les constructions définitives du projet. Alors, on comprend que cette politique d'urbanisme transitoire, elle répond donc à des nouveaux besoins, très clairement. Et on pourrait se poser la question de savoir si ce n'est pas une manière d'institutionnaliser des modes d'occupation. Vous voyez qu'il y a peu, la friche était plutôt attachée à des mouvements alternatifs d'une certaine manière. Et là, on voit que dans l'ensemble de ces démarches, est-ce que c'est la politique sociale qui constitue en quelque sorte une alternative désormais, et vous l'avez évoqué sur la question de l'hébergement ou de l'insertion, il y a plusieurs sites qui sont aujourd'hui mobilisés pour permettre de répondre à ces besoins là aussi tout aussi essentiels et importants, et qui en fait pourraient d'une certaine manière porter cette notion ou cette dimension alternative.
En tout cas, il ne s'agit pas de dégrader nos politiques publiques. Quand on met des publics dans des tiny houses, c'est sur des durées relativement limitées. Ça ne remplace pas après des politiques de logement digne, etc. C'est de l'hébergement. Donc, les publics accueillis, c'est sur des périodes courtes. Mais effectivement, ça n'empêche pas que les acteurs continuent, que des acteurs économiques, culturels ou associatifs continuent à imaginer aussi de porter leurs projets associatifs dans différents lieux. Mais je trouve que là, nous pouvons croiser des objectifs associatifs avec nos politiques publiques et il me semble que c'est une convergence intéressante. Et nous n'avons pas d'abord ni le monopole de ce que peuvent faire les acteurs, ni même les autres propriétaires immobiliers, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de nos sites, mais les HCL, voire des propriétaires privés, sont aussi porteurs d'urbanisme transitoire. Et on essaye justement d'être un peu les animateurs côté métropole de toutes ces démarches pour avoir des pratiques, d'échanger sur nos pratiques et d'être en cohérence sur un même territoire. Donc je pense que c'est bien et j'espère qu'on mobilisera encore d'autres propriétaires privés sur des pratiques de ce type-là. Très bien, merci beaucoup. Donc nous voyons que vous qui avez la charge de l'urbanisme, du foncier et du cadre de vie, c'est sans doute une pensée que vous avez de l'aménagement et de l'urbanisme qui est en train d'évoluer et de changer. Et donc nous arrivons au terme de notre émission et vous remercions Béatrice Vessillier, vice-présidente de la métropole de Lyon, pour cet échange court mais extrêmement riche. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 12 juin 2024 pour un nouvel épisode de Terreau commun. Merci beaucoup de l'invitation. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radioanthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.